99,99% des situations des personnes qui sont en irrégularité juridique en termes d'immigration, ils viennent tous de l'Afrique subsaharienne, à l'exception de quelques dizaines de Syriens. Mais on n'a pas d'autres nationalités qui sont dans cette situation, sauf ceux qui viennent de cette région. Pour les Maléens, les Sénégalais, les Ivoiriens, ils peuvent entrer en Tunisie d'une façon régulière, sans aucun problème. Ils n'ont pas besoin de visa. Mais au bout de 3 mois, s'ils ne régularisent pas leur situation, ils ne se présentent pas pour avoir les titres de séjour, ils deviennent dans une situation irrégulière. Donc là, on est face à une qualification technique, juridique, bien déterminée. Il y a eu pas mal de questions qui se sont révélées. Des établissements en irrégularité juridique, des crèches qui ne répondaient pas à... Il n'y avait pas d'autorisation, ni de cahier de charge, ni quoi que ce soit. On parle de groupes de personnes qui ont établi des tribunaux à eux-mêmes, qui ont établi des milices, qui ont établi des pseudo-églises, qui n'ont rien à voir avec le christianisme, avec des pasteurs qui sont des charlatans. Ils se présentent comme guérisseurs, ils se présentent comme même ils peuvent vous vendre des bourses magiques. Vous mettez de l'argent et ça sera multiplié par 100 et par 1000. On parle de gens qui vivent à 15 et 20 personnes dans un appartement, dans l'illégalité totale, où il y a dans la prostitution et plein d'autres questions. C'est ce que nous condamnons. C'est cette situation-là, ce sont ces faits, ce sont ces activités qui sont condamnées par la rue et par les autorités tunisiennes. Et ces faits ne sont pas, malheureusement, le fait de migrants qui sont en régularité. On estime le nombre des Ivoiriens en Tunisie à 10 000. On estime que les ressortissants du Congo, de la République du Congo démocratique, à 8 000. Donc là, on est déjà à 18 000, sans ajouter les autres nationalités. Donc, si on dit qu'ils ne sont que ce nombre très petit, c'est qu'on a des problèmes réels pour l'établissement du nombre exact de migrants, des étrangers en Tunisie. Parce qu'il y a une grande partie qui est dans l'irrégularité. Donc, ni les ambassades, non la liste de tous leurs citoyens. Vous pouvez demander à n'importe quel diplomate africain quel est le nombre exact de vos ressortissants dans un pays. Par exemple, si on demande à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui est notre ami, combien il y a d'Ivoiriens en Tunisie, il va vous donner 2 chiffres. Un chiffre exact sur ceux qui sont inscrits sur le registre consulaire et des estimations qui seront multipliées ce chiffre par 10 et par 15. Alors, ce manque de transparence, ce manque de fiabilité de données est parmi les questions qui posent un problème non seulement pour le gouvernement tunisien, mais aussi pour les représentations diplomatiques en Tunisie. Généralement, les expulsions des domiciles sont liées à un problème de non-paiement des loyers. C'est une pratique... Avec les témoignages qu'on a entendus des personnes qui ont été expulsées, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas payé le loyer, elles ont toujours payé le loyer. Non. Le problème, c'est que c'est ce qui se passe réellement, c'est que généralement, au bout de 3-4 mois, on ne paye plus les loyers. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, on loue une maison à une famille de 3 personnes, de 4 personnes. On se trouve avec 20 personnes, avec du tapage, avec de comportements d'incivisme. Est-ce que la loi tunisienne interdit, quand on prend une maison, est-ce que la loi tunisienne interdit, sinon fixe un nombre de personnes qui doivent habiter dans cette maison? Toute maison, si on prend un espace de 50 mètres carrés, il est fait pour être habité par 5 personnes.
Est-ce que la loi tunisienne Non, dit? non, non. Les conditions de salubrité, d'hygiène de vie, de propreté, de paix. Est-ce que vous pouvez imaginer... Est-ce que ça, c'est pas votre interprétation? Non, c'est pas... Est-ce que c'est ce que la loi dit? C'est la question que je pose. C'est ce qu'on dit qu'on a des pratiques inacceptables. C'est une interprétation. Ça Non, peut être inacceptable pour vous, mais acceptable pour d'autres personnes. Non, mais quand vous louez la maison, le propriétaire vous a loué la maison, vous vous êtes présenté, moi, je suis là avec mon épouse et mes enfants. Oui, monsieur, vous pouvez prendre la maison. Dans ces conditions-là, ce sont des accords, c'est un entendu contractuel. Du jour au lendemain, on se trouve avec pas mal de gens dans cette même maison. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. La salutation dépend de vos positions précises. Alors, où que vous soyez à travers le monde, que la paix de l'Éternel soit avec sur vous, chers messieurs, chères dames, chères demoiselles. Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter le chargé des affaires étrangères à l'ambassade de Tunisie, mais en Côte d'Ivoire, à Abidjan. La première chose d'abord qu'il faut remarquer dans cette allocution, parce que je ne dirais pas interview, mais allocution de ce jeune chargé des affaires étrangères à l'ambassade de Tunisie en Côte d'Ivoire, c'est que le frère en face est nul à chier. Excusez-moi de l'expression. Quand on est journaliste, c'est vrai qu'il faut, c'est-à-dire accorder un maximum de respect à celui qu'on est censé interviewer. Mais quand on vient s'asseoir devant l'intéressé, sachant très bien aussi qu'il y a une situation très compliquée dans son pays vis-à-vis des étrangers, évidemment qu'il ne va pas lâcher la parole. Le frère, il a été très nul. Tu ne peux pas venir devant un tel homme avec des questions aussi nulles. Viens avec des questions précises. Tu as besoin de réponses précises. Des questions juridiques. Et si tu n'es pas renseigné, renseigne-toi sur la juridiction avant de venir poser des questions. En termes d'immigration, en termes de location des maisons, en termes de libre circulation dans un pays qui n'est pas le nôtre, il faut bien te renseigner en tant que journaliste. Le niveau est très bas, cher monsieur, cher journaliste. Je suis désolé, mais le niveau est très bas. Revenons-en à ce jeune Tunisien qui se croit certainement sur la planète Mars, mais il faut qu'il redescende. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il dit n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut que je le rappelle d'abord que il y a des milliers et des milliers de Tunisiens ici en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Hollande, Angleterre, qui sont dans des situations d'irrégularité, qui ne sont pas dans, c'est-à-dire la base de données de ces pays-là, en tant que ressortissants tunisiens. Ils ont demandé l'asile, ça n'a pas marché. Ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, ça n'a pas marché. Je ne vais pas entrer dans les détails. Rien n'a marché. Ils sont sur les territoires occidentaux, mais dans une situation irrégulière. Et ils se livrent à des actes, mais pas possibles. Ces pays-là ne s'attaquent pas à ces Tunisiens. Ces pays-là ne tiennent pas un discours raciste et xénophobe à ces Tunisiens-là. Il faut que ce jeune-là mette ça dans la tête. Et ce qu'il dit là, il faut qu'il comprenne que il y a des milliers de Tunisiens qui vivent même à 6 et à 7 ici,
ici en Europe, en France, ok, en Belgique, il y en a qui vivent dans des minuscules chambres comme ça. Là. Le matin, ils sortent, chacun va se chercher. Et le soir, ils viennent entrer, ils se couchent là. Il faut qu'ils comprennent cela. Donc, quand ils parlent d'une situation qu'ils ne maîtrisent vraiment pas, il faut d'abord qu'ils se renseignent. Là, il parle de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il dit de son propre peuple qui ici vit dans des situations irrégulières, ici en Europe? Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, quel verbe il a? Quelle expression? Qu'est-ce qu'il peut dire par rapport à cela? Est-ce qu'il connaît la juridiction de ces pays-là par rapport aux immigrés qui sont dans les situations irrégulières? Et quand il prend un chiffre erroné, un chiffre très erroné, pour dire il y a 9000 et quelques, il y a 8000 et quelques, il faut qu'il retienne quelque chose. Ici en France, on parle de centaines de milliers d'immigrants. Ici, dans les situations irrégulières. Mais irrégulières. Alors, dans ce pays-là, quand vous ne faites pas quelque chose qui puisse toucher l'intégrité physique et morale du territoire français, vous circulez librement. À partir du moment où vous n'êtes pas en conflit avec la loi française, que vous n'attaquez personne, vous circulez librement, même si la police vous contrôle et que vous n'avez pas les documents. Si on vérifie réellement que vous n'avez pas commis d'infraction, vous n'avez rien à craindre. Ça, c'est ici en France. Ce n'est pas un pays africain. C'est la même chose en Belgique. C'est la même chose en Angleterre. Ce sont des centaines de milliers d'immigrants ici, sur le sol européen, qui vivent dans ces conditions irrégulières. Ces gens-là ne sont pas persécutés. Ces gens-là ne sont pas menacés. Il faut que ce monsieur comprenne cela. Et là, maintenant, on me dit, dans un pays de l'Afrique, les Africains sont persécutés. On tient des discours racistes et raciaux, des discours de xénophobie envers ces mêmes Africains. C'est pas le comble? C'est pas le comble? Ah non, j'aurais souhaité que ce président tunisien et toute cette paperasse qui sont autour de lui, qu'il puisse rapatrier tous les Tunisiens dans des situations irrégulières à travers le monde. Les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, l'Italie, partout dans le monde où les citoyens tunisiens se retrouvent dans une situation irrégulière, qu'ils puissent les retourner chez lui en leur disant « Restez ici, parce que vous n'êtes pas dans une situation régulière dans ce pays-là. » Il ne peut pas le faire. Non, il ne peut pas le faire. Vous savez, je me demande, les chefs d'État africains, de l'Afrique, comme ils ont l'habitude de dire, de l'Afrique subsaharienne, ces chefs d'État-là, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils ne réfléchissent pas. Dans des conditions pareilles, on ne joue pas à la diplomatie. Non, c'est tic-au-tac. Non, tu me donnes une paire de gifles, je te donne une paire de gifles. Ça, c'est clair et net. On ne joue pas à la diplomatie à cela. Non, 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 non. Ressortissant en situation régulière ou pas, non, on stoppe. De toutes les façons, tu vas absolument rien m'apporter que je ne peux pas gagner. Qu'est-ce que la Tunisie apporte à la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner tout seul? C'est la question. Qu'est-ce que la Tunisie apporte à la Guinée que la Guinée ne peut pas gagner toute seule? Qu'est-ce que la Tunisie apporte au Mali que le Mali ne peut pas gagner? Qu'est-ce que la Tunisie apporte au Congo que le Congo ne... Vous savez, ça me fait très mal, très très mal. J'ai fait une vidéo hier, la Banque mondiale qui suspend toutes ses actions sur le sol tunisien. Je pense d'ailleurs que le président de l'Union africaine, les institutions africaines sous-régionales doivent sanctionner la Tunisie pour ses comportements hideux, pour ses comportements honteux, pour son comportement irresponsable. C'est inadmissible. Cher monsieur, ça c'est des choses qu'on ne peut pas accepter.
Il ne suffit pas de prendre le vol, aller chercher vos ressortissants dans ces pays, les ramener. Mais il faut sanctionner ce comportement-là. Il faut sanctionner ce comportement, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, on applaudit les chefs d'État qui partent chercher leurs ressortissants en Tunisie. Mais ça ne suffit pas. Les institutions africaines doivent sanctionner ce comportement. Si les institutions internationales, comme la Banque mondiale, les États-Unis, sanctionnent avec fermeté ces comportements-là, qu'est-ce que les institutions africaines attendent? Il ne s'agit pas d'aller chercher... Mais c'est quand même irréfléchi. Sincèrement, qu'on se dise la vérité. Ça, c'est une foutaise. Attends, ce monsieur-là, il se prend pour un expert en matière juridique ou quoi? Qu'est-ce que la loi tunisienne dit entre celui qui vient louer une maison à un propriétaire? Qu'est-ce que l'État a à voir dans ça? À partir du moment où le propriétaire de la maison remplit les conditions juridiques de son pays, la location de sa maison l'incombe. C'est sa propriété privée. C'est lui qui sait s'il doit louer la maison à 10 personnes, à 20 personnes, à 30 personnes. L'État n'a rien à cirer dans ça. À partir du moment où lui, il est réglo envers l'État, lui, le propriétaire, il est réglo envers l'État, l'État n'a rien à cirer du nombre de personnes qui se trouvent dans sa maison, du nombre de personnes qui hébergent chez lui. L'État n'a rien à cirer dans ça. Alors, si je comprends bien, toutes les maisons tunisiennes, que ça soit privé, d'ailleurs, si on s'en tient à ces propos, il n'y a pas de maison privée en Tunisie. Toutes les maisons sont publiques, appartiennent à l'État. Et le nombre de personnes qui doit, c'est-à-dire, le quota est fixé par l'État dans telle maison, maximum c'est 5 personnes, quoi. Si je comprends bien. C'est la foutaise. Même ici en Europe, on ne fait pas. Moi, ma maison, ben, c'est pas l'État qui me loue. Il y a un propriétaire privé pour ça. Je discute les conditions de la location de ma maison avec le propriétaire de ma maison. À partir du moment où le propriétaire est réglo avec l'État et que moi-même je suis réglo avec l'État, je suis dans les règles qui me permettent effectivement, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la juridiction de l'État, qui me permettent d'être sur le territoire, qui me permettent effectivement d'avoir une maison. Mais écoutez, j'ai plus de problème. C'est tout. L'État n'a rien à cirer dans ça. Mon cher pseudo-juriste à l'ambassade de Tunisie. Je crois que c'est le comble. Mais nos États différents doivent prendre leurs responsabilités. En plus de ça, ils parlent des églises, machin, des crèches, machin. Il y a combien de crèches clandestines? Hein? Il y a combien de crèches clandestines en Tunisie? Il y en a combien? Il y en a combien? Il ne faut pas prendre un cas isolé pour en faire un cas général. Et quand vous parlez même de 9 000 migrants, de 10 000 migrants, il faut quand même qu'on comprenne quelque chose. Même s'il y a 50 000 migrants en Tunisie, ça représente combien de pourcents de la population tunisienne? La population tunisienne, c'est à des millions de personnes. Pas des milliers, pas des centaines, mais des millions de personnes. Quand on dit maintenant qu'il y a 100 000 migrants sur le territoire tunisien, ça représente combien de pourcents de la population tunisienne? 0,0,0,0, quelques pourcents. Alors, ce sont les 100 000 ou les 200 000 migrants qui viendront faire le grand remplacement de la population tunisienne. Il faut avoir la tête en bas pour réfléchir comme ça, là. La tête à l'envers. Je crois que le chef d'État tunisien et ses pseudo-intellectuels autour de lui n'ont absolument rien compris. Mais ce vent-là, cette tempête-là, ils vont récolter ça très très cher. Très très cher. Vous êtes
des petits-fils descendants d'Arabes qui ont migré vers l'Afrique à la quête d'une bonne vie, d'une vie meilleure. Et puis c'est vous qui voulez parler du grand remplacement de quelqu'un ou d'une population sur un sol africain. C'est quand même rigolo. Vous êtes venus ailleurs, vos ancêtres sont venus ailleurs. Si vous êtes des petits-fils d'Arabes, vos ancêtres sont venus ailleurs, venez s'installer sur le territoire africain, à la quête d'une vie meilleure. Oui, il faut le mentionner. Oui. Il n'a jamais été question d'Arabes en Afrique. Ah oui, les Arabes ne sont pas d'origine d'Afrique. Ils sont venus d'ailleurs, ils ont immigré vers l'Afrique. Toutes les populations qui ne sont pas d'origine africaine, qui sont venues, on les appelle tout simplement des immigrés. Ils sont venus immigrer en Afrique. Ils sont restés. Ils ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Naturellement, qui sont devenus aujourd'hui des Africains. Oui. Toutes les populations qui sont venues d'ailleurs, qui se sont installées en Europe ici, qui ne sont pas d'origine européenne, toutes ces populations-là sont des immigrés. Ils sont des fils d'immigrés et des petits-fils d'immigrés. Les Noirs, les Arabes, les Indiens, les Chinois, les Japonais, qui vivent ici aujourd'hui, qui ont la nationalité européenne, la nationalité française, ce sont les fils et petits-fils d'immigrés. Ce statut-là ne va jamais les quitter. Même si vous faites 100 ans ici, vos grands-pères, vos arrières sont venus ici. Ils ne sont pas de souche européenne. On ne s'en cache même pas pour cela. Même si aujourd'hui nous avons des nationalités françaises, nos enfants sont nés ici, ce sont des descendants d'immigrés. Il faut que vous compreniez cela. Alors, les Arabes qui sont venus de l'Orient, qui se sont installés dans cette partie de l'Afrique, ce sont des immigrés. Si on doit parler de grand remplacement, on doit parler alors, ce sont eux qui ont remplacé nos populations noires sur cette terre tunisienne, marocaine, égyptienne, libyenne. Parce qu'il n'a jamais été question d'Arabes sur le sol africain. Ils sont tous venus. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte antique, avec l'Israël. Des gens qui venaient chercher des vivres, des céréales, dans l'Égypte antique, l'Égypte noire antique, qui venaient trouver refuge, qui venaient chercher refuge en Afrique. Je vous ai parlé hier de l'histoire des premiers convertis en islam, persécutés à la Mecque, qui sont venus trouver refuge, chaleur en Afrique, en Abyssinie. Vous voulez nous parler de grand remplacement? Vous connaissez l'histoire? Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Je vous aime, cher monsieur. Il faut que ces gens-là mettent de l'eau dans leur vin. Des petits-fils d'Arabes qui sont venus de l'Orient venir s'installer sur le sol africain. Eux, ils veulent nous parler aujourd'hui de démigration. C'est pas chier, ça. Oh, bon sang de Dieu. Ces gens-là, ils doivent retourner à l'école, apprendre, réapprendre leur histoire. Mon œil.